C'est un domaine qui m'a toujours attirée. J'ai même hésité à faire pédiatrie en internat. Les enfants, c'est l'avantage d'avoir voilà, un suivi sur plusieurs années, leur développement, l'interaction avec les parents. Donc c'est un domaine très intéressant qui touche aussi, et puis qui touche plein de domaines différents d'activités, de développement, de social, de travail avec le scolaire, avec d'autres spécialistes aussi. C'est très varié et puis c'est plutôt plaisant de travailler avec les petits et de voir leur développement. Ouais. Oui, j'ai notamment des suivis de familles qui sont très touchées par ce type de troubles. Notamment, je pense à une famille qui a 5 enfants, dont leurs 5 enfants souffrent de troubles du spectre autistique. Donc avec un parcours difficile, une maman qui s'épuise, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'on pense à toutes ces familles-là qui passent énormément de temps à essayer de trouver des solutions pour leurs enfants, à les accompagner. Donc c'est vrai que c'est des parcours difficiles et on est là pour essayer de les soutenir au mieux et de les accompagner et de perdre le moins de temps possible pour que leurs enfants soient pris en charge le plus rapidement possible. Ouais. Suivi. Ouais. Donc moi je suis Céline Sierra, je suis médecin généraliste à Sautron depuis pratiquement 25 ans maintenant, installée en libéral. Donc j'ai toujours voulu faire de la médecine plus long que je me souvienne. Après bon voilà, j'ai un peu hésité entre, je voulais vraiment un suivi de personnes, donc j'étais plutôt partie sur la médecine générale. J'ai un peu hésité avec la pédiatrie et puis bon, sur le médecin de famille, quelque chose qui me plaît beaucoup. Je fais partie donc de la CPTS Erdre-Essence, donc CPTS pour communauté de professionnels du territoire de santé. Donc nous, notre territoire de santé, c'est Sautron, Orvaux, La Chapelle, sur Erdre. C'est de rassembler des professionnels de santé autour de projets qu'on signe en co-accord avec l'ARS et la CPM, essentiellement sur l'accès aux soins, de la prévention, la neuroliation des parcours. On essaye de travailler au mieux sur ce type de projet et de faire évoluer les projets, à la fois pour améliorer notre interconnaissance entre professionnels de santé, améliorer l'accès aux soins des patients et leur parcours. Donc ça va vers le citoyen, ça va vers le patient, ça va aussi vers les professionnels de santé, et avec du coup l'interaction qui est très importante avec la CPM et l'ARS qui valident nos projets bien sûr et les financent. Donc moi, j'ai fait partie de la co-construction de l'idée de la CPTS qui est née pendant la Covid, la crise Covid qui nous a... on s'est retrouvés un peu tous isolés dans nos cabinets avec une difficulté de savoir comment accompagner nos patients dans cette période compliquée. Et donc, du coup, on a commencé à créer des réseaux entre professionnels de santé, aussi bien médecins, infirmiers, laboratoires, radiologues, etc. L'idée petit à petit est venue de vouloir continuer ce projet d'interconnaissance et de travail entre professionnels de santé. Et comme du coup l'État voulait développer énormément les CPTS à ce moment-là, on a sauté sur l'occasion. Donc notre projet est né en 2021 officiellement. Et au départ du projet, du coup, on a lancé une boîte à idées sur les thématiques sur lesquelles on voudrait travailler, avec les différentes thématiques imposées par l'ARS et la Sécu, c'est-à-dire sur l'accès aux soins, la prévention, le parcours, la gestion de crise. Dans le parcours santé, en fait, on était plusieurs et proposé sur l'accompagnement sur les troubles du neurodéveloppement. Donc d'abord les troubles dits 10, qu'on appelle plus trop comme ça, mais les troubles des apprentissages, et après sur les troubles du spectre autistique et les troubles de l'attention. On parle de troubles du neurodéveloppement de l'enfant qui peut perdurer à l'âge adulte, donc qui affecte le développement neurologique d'un enfant dans différents types de domaines. Donc on les catégorise en différents domaines. Donc il y a les troubles des apprentissages, ce qu'on appelait avant les troubles 10, qui concernent les troubles d'apprentissage dans le domaine du calcul, la dyscalculie, dans le domaine de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe. Et puis on a les troubles du spectre autistique, donc qui se définissent par des thématiques autour des interactions sociales, des mouvements stéréotypés, des intérêts restreints des enfants, des problèmes de communication plus ou moins importants. Il y a malheureusement les troubles des déficiences intellectuelles aussi, qui peuvent être isolés et présents. Il y a les troubles de l'attention avec plus ou moins d'hyperactivité qui va toucher les troubles de mémorisation, des troubles de concentration, avec souvent des mouvements anormaux aussi de compensation du stress que ça occasionne.
et plus ou moins une hyperactivité, une impulsivité qui définit ces enfants-là. Et puis, dans les troubles du neurodéveloppement, on définit aussi des troubles de communication, que ce soit de la communication verbale ou non verbale. Donc, là, des troubles de communication verbale, donc vraiment dans la parole, avec une difficulté de langage plus ou moins importante. Mais qui peut être aussi non-verbal, c'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui va avoir du mal à interpréter des choses qu'on va lui communiquer, essayer de lui communiquer, alors essentiellement dans l'enseignement ou fin de l'école, dans les apprentissages, c'est-à-dire qu'il va avoir du mal à comprendre, à interpréter et à assimiler des connaissances qu'on essaie de lui faire comprendre. Et puis, il y a les troubles moteurs, donc soit dans la coordination motrice, dans ce qu'on appelle les dyspraxies, mais qui peuvent être aussi des mouvements anormaux, parfois passagers, comme le syndrome de Gilles de la Tourette, avec des tics importants. Alors bien sûr, tous ces troubles-là ne sont pas forcément isolés. On peut rencontrer différents troubles chez une même personne, chez un même enfant. Bien sûr, ces troubles peuvent perdurer à l'âge adulte. Et pourquoi c'est important de s'en occuper? Parce que ça va générer des perturbations, bien sûr, dans l'environnement social de l'enfant, familial, dans ses apprentissages scolaires, dans ses interactions avec les activités périscolaires, avec ses amis. Donc c'est important de bien les dépister. Et ça peut occasionner beaucoup d'anxiété chez un enfant. Et bien sûr, on en parle beaucoup actuellement, beaucoup de harcèlement de ces enfants-là qui se sentent assez isolés, qui peuvent être assez pointés du doigt aussi dans un environnement social ou scolaire. C'est important de bien les repérer et de bien les accompagner. Donc, au sein de la CPTS, donc, on a différents groupes de travail. On a ce groupe de travail sur les troubles du neurodéveloppement. On travaille depuis 3 ans maintenant. Donc, moi, je suis la référente, composée de plusieurs professionnels de santé. Donc, ce qui est très intéressant dans ce groupe de travail. Donc, on a eu un temps une pédiatre aussi. Donc, moi, médecin généraliste. Et puis, on a eu beaucoup d'orthophonistes, de psychomotes. On a eu un médecin aussi qui travaillait un petit peu en médecine scolaire pendant quelques temps. On a eu des infirmières en santé publique qu'on appelle les infirmières azalées. On a eu aussi infirmières, des orthoptistes, des psychologues, des neuropsychologues, une assistante sociale. Donc c'est vraiment quelque chose de pluripro, parce que forcément ces enfants-là rencontrent différents professionnels de santé et extra-santé aussi, c'est-à-dire aussi au niveau social. Donc ça intéressait beaucoup de monde et c'est très enrichissant de travailler avec ces personnes-là sur ce groupe de travail spécifiquement. Donc on a découpé notre travail parce que les troubles du neurodéveloppement nous semblaient trop lourd de travailler sur tous les troubles du neurodéveloppement en même temps. Donc la première année, on s'est focalisé sur les troubles 10, donc les troubles des apprentissages, et la deuxième année sur les troubles de l'attention et les troubles du spectre autistique. Notre objectif, c'était d'essayer de travailler, parce qu'en fait, beaucoup de choses sont faites sur ces domaines-là, donc qui nous semblait important. Et en fait, les questionnements qu'on a eu au départ de notre groupe de travail, c'était qu'on avait toutes les mêmes difficultés d'accès aux données, de ce qui se passe dans l'école, en fait. Parce que nous, notre interface avec les enfants, c'est essentiellement les parents, mais on n'a pas de communication directe avec les enseignants et le milieu scolaire et périscolaire. Et les enfants passent beaucoup de temps dans les écoles. Et il nous semblait important de travailler aussi avec eux et de faire un travail avec eux et vers eux pour savoir si eux aussi étaient en difficulté pour communiquer avec nous, pour communiquer avec les parents quand ils suspectaient des troubles et comment on pouvait améliorer nous l'aide au repérage pour eux et pour nous, et puis bien démontrer, bien notifier le parcours, comment ils pouvaient reparler aux parents des difficultés, comment et vers qui orienter les parents quand ils suspectaient des difficultés. Notre travail, ça a d'abord été ça, donc de travailler sur un livret de repérage des signes à destination, donc vraiment à destination tout public, donc à la fois des parents, des professionnels de santé, mais surtout des professionnels de l'enfance et de la petite enfance. Donc on a travaillé avec les personnels des scolaires, les périscos, les enseignants, et puis les personnels aussi de crèches, de centres aérés et les MAM. Et donc tout ça en association avec les mairies qui ont été partenaires dès le départ de ce travail-là. Ouais. Donc il y a des livrets que nous avons conçus. Donc d'abord sur les troubles 10 la première année. Donc avec un livret qui se découpe en différentes thématiques. Donc d'abord la définition bien sûr du trouble, les signes de repérage qu'on peut repérer chez un enfant, surtout dans ses milieux scolaires et extrascolaires, dans les activités de périsco essentiellement. Et après on a défini du coup qui fait quoi dans les professionnels de santé, le parcours de ces enfants, essayer de le tracer, et quelles sont nos ressources aussi au niveau du département, d'un point de vue plus global. Ouais.
Quand les professionnels de l'enfance et de la petite enfance ont repéré des signes qui leur paraissent un peu troublants, déjà c'est de ne pas rester isolés face à ça, et s'ils ont des doutes, de reparler entre eux en équipe pédagogique. Les enseignants sont très bien formés à ce type de domaine, donc je pense qu'il faut en référer déjà à l'enseignant référent et du coup interpeller le parent en disant que voilà, ils ont repéré quelques signes chez un enfant et qu'il serait bien éventuellement d'en parler à leur médecin traitant, à leur pédiatre ou à médecin de PMI pour éventuellement aller plus loin dans l'hypothèse de diagnostic. Et nous, ce qui est important aussi pour nous, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir de lien direct avec scolaire, moi j'apprécie quand les parents, du coup, notamment sur les troubles des apprentissages, nous ramènent soit les conclusions d'une équipe pédagogique, parce que des fois ça va jusque-là, il y a une équipe pédagogique qui s'est réunie, donc sur les conclusions de l'équipe pédagogique sur lesquelles nous on peut se baser, et puis sur les cahiers des enfants, les évaluations qui peuvent être faites périodiques, et les cahiers de l'enfance, par exemple sur une dysorthographie ou sur une dyspraxie ou sur un trouble de l'écriture. C'est sûr que voilà, si on voit les cahiers, les notations, etc., pour nous c'est plus facile de mettre en évidence que sur un temps de consultation, pas forcément facile, les gens viennent pas forcément nous voir pour nous parler que de ça, donc on voit souvent les enfants dans un contexte plutôt aigu, et donc il faut prendre le temps de parler de ça. Donc après, nous, c'est à nous d'introduire aussi une consultation dédiée avec les enfants et les parents, et d'essayer d'aller plus loin, et après à nous de faire appel à d'autres professionnels de santé pour confirmer le diagnostic, de travailler avec des paramédicaux, et quand on est très inquiet, éventuellement des équipes spécialisées en neuropédiatrie ou pédopsychiatrie. Le médecin généraliste ou le pédiatre traitant, parce qu'on peut être médecin traitant de l'enfance ou en tant que généraliste ou pédiatre, c'est d'être déjà l'interlocuteur du parent pour les inquiétudes des parents sur l'état de santé de leurs enfants. Donc être là pour être à leur écoute et éventuellement conforter ou pas un diagnostic qui peut être posé. Donc de les accompagner au mieux en indiquant éventuellement le parcours après que doit suivre l'enfant, en relayant auprès d'autres professionnels de santé, des orthophonistes, des psychomotes, des neuropsys, en expliquant bien aussi quel est le rôle de chacun et éventuellement les orienter vers d'autres équipes plus spécialisées, notamment sur l'hôpital. Et après aussi de les accompagner dans le parcours avec souvent un dossier MDPH qu'on remplit avec les parents pour accompagner au mieux les projets éducatifs des enfants ou les aménagements qui doivent être faits sur le temps scolaire ou périscolaire pour permettre à l'enfant de bien se développer, de bien être pris en charge. Dans l'idée de notre groupe de travail, donc après avoir fait nos livrets, sur la 3e année, le but était de finaliser notre travail avec des capsules vidéo à destination, alors toujours pareil, des professionnels de l'enfance et de la petite enfance de nos 3 communes, et éventuellement à tous les adhérents de la CPTS, et en accès libre, un accès libre de ces vidéos, pour parler des troubles du neurodéveloppement, de leur importance, du repérage, parce que plus on repère tôt, mieux on peut accompagner les enfants, et de faire mieux connaître les parcours possibles au sein de notre communauté et de nos communes. Et donc le but de ces vidéos, donc c'est de redéfinir des petites astuces pour les parents, pour les accompagnants scolaires et périscolaires, pour conforter déjà leurs inquiétudes sur les rappels des différents types de repérage, et pour bien accompagner les enfants au quotidien, les accompagner sur l'aide aux devoirs, comment bien se comporter avec eux et comment mieux encadrer leurs apprentissages pendant les temps scolaires, pendant les temps de périscolaire, les temps d'animation autres qui peuvent être aussi dans des centres aérés. Donc c'est des petites astuces que vont nous donner des psychomotriciennes, orthophonistes du groupe pour permettre de bien accompagner ces enfants et les encadrants au niveau des professionnels de l'enfance et de la petite enfance.